C'est bon parti. Bonsoir et bienvenue à ce live express sur mon canapé rouge. Ce n'est pas la couleur appropriée peut-être sur ce thème, mais finalement peut-être que si, parce que le rouge symbolise le sang, le rouge symbolise la souffrance, le rouge symbolise les jours sombres, le rouge symbolise l'avenir dystopique. Le rouge symbolise le futur incertain. Le rouge symbolise quelque chose comme ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Le rouge symbolise le fait de jouer avec le feu en se disant que ce qui est arrivé aux autres ne nous arrivera pas. Le rouge symbolise l'imprudence. Le rouge symbolise la négligence. Le rouge symbolise le mépris de la vie humaine. Le rouge symbolise la fainéantise. Donc finalement, c'est bien qu'aujourd'hui la couleur, le thème du jour soit le rouge parce que nous sommes en plein dedans. Bonsoir à tout le monde et bienvenue à ce petit live express que j'ai annoncé il y a à peine 20 minutes parce que de toute façon, il reste disponible sur la page et tout le monde peut le suivre. Donc, j'ai pris un thème aujourd'hui qui ne peut pas attendre parce que nous sommes dans un monde qui court avec des choses qui évoluent à grande vitesse où, comme le coronavirus nous a appris, on peut se retrouver du jour au lendemain dans une situation qu'on n'avait pas du tout calculée. Donc voilà. Alors bienvenue à ceux qui sont là et j'espère que vous allez apprécier la petite entrevue, je ne sais pas, 3 quarts d'heure que nous allons peut-être passer ensemble. Avant de commencer, je tiens à rendre un hommage à mon compatriote Wilfried Siewe, même si il a la nationalité allemande actuellement, ça n'y change rien. Un morceau de carton, un morceau de papier ne vous séparera jamais de l'Afrique. J'y pense parce que, à la lumière d'une publication que j'ai faite hier, justement, je me suis rappelé d'une photo que j'avais prise lors de mes balades à Paris, à la rue du Faubourg Saint-Honoré. C'est là-bas que se trouve le palais présidentiel d'Emmanuel Macron, où j'ai pu prendre quelques images. C'est vrai que les Français sont très critiqués par nous d'ailleurs, dans une logique panafricaine. C'est vrai que les autorités françaises, notamment la police, les forces de l'ordre et tout, ne sont pas toujours les plus exemplaires et sont coupables de beaucoup de bavures. C'est vrai que le gouvernement français est l'un des principaux pilleurs, notamment en Afrique francophone chez nous. Il n'en demeure pas moins que quand même le respect de la vie humaine lorsque vous êtes dans ces pays-là est beaucoup plus prononcé que ce que nous pouvons vivre sur notre territoire africain. C'est pour ça donc que lorsque je m'y trouvais et que je prenais une photo avec le palais présidentiel de la République française juste en face, je me dis, ce n'est pas possible. Je suis devant la deuxième puissance économique de l'Union européenne et je peux prendre une image à quelques mètres du siège du pouvoir, moi qui suis un étranger, mais dans mon propre pays, cela n'est pas possible. Et alors, je repense à Wilfried Siewe qui, pour les mêmes raisons, s'est retrouvé en prison. C'était il y a plus d'1 an, d'ailleurs, c'était en février dernier. Il était au centre-ville, il était venu en vacances avec sa famille, passer quelques jours et ce jour-là, il devait retourner en Allemagne. Il travaillait pour la Siemens AG, l'entreprise Siemens, vous la connaissez tous, c'est le plus grand employeur d'Europe. Il emploie plus de 350 000 personnes. Et voilà, il faisait quelques photos souvenirs du centre-ville de Yaoundé, une ville qu'il a vu grandir. Et il se disait, voilà, je vais ramener cela avec moi en Allemagne. Mal lui en a pris au Cameroun, on ne photographie pas les édifices publics. Donc, il a été pris à partie par une camionnette des forces de l'ordre qui se trouvait là. Il a été, voilà, écroué, fouillé, voilà. Et il a eu la mauvaise idée de colporter avec lui des livres qui parlent de la prise de conscience citoyenne des Camerounais, des livres que tout le monde doit lire, des livres qui édifient, des livres qui instruisent, des livres qui entraînent à sortir de l'imbécilisation, notamment l'urgence de la pensée de Maurice Kamto, etc. Donc la fouille s'est retrouvée plus accrue, on a fouillé son appareil, on a fouillé son téléphone. Je crois qu'actuellement, si vous fouillez le téléphone d'un RDPciste, vous allez trouver à l'intérieur de son appareil beaucoup plus d'images de Maurice Kamto que chez un MRCiste même. Mon téléphone doit avoir une seule photo de Maurice Kamto, c'est où je suis. La première rencontre avec lui en août 2018. Mais chez un RDPciste, c'est une sorte de traque
Donc, le fait d'avoir des photos de Maurice Kamto, de la diaspora dissidente, ne signifie pas forcément qu'on est de la partie. Donc, en fouillant le téléphone de Wilfred Siewey avec les données que cela contenait, ils en ont déduit que, voilà, il était impliqué notamment lors de la prise des ambassades du 26 janvier, alors qu'au grand jamais il n'y a participé. Même en Allemagne, il n'est pas activement impliqué sur ces questions politiques. Il n'a jamais donné son avis public sur rien. D'ailleurs, on ne le connaissait pas. Moi, je ne savais pas qu'il existe un Wilfred Siewey. Pourtant, Nuremberg est une ville que je connais très bien, où j'ai des amis et où je me suis déjà rendu plusieurs fois. Donc, avec les événements qui se sont passés à la prison centrale, il a été justement, avec Mamadou Mota et les autres, comme dans une sorte de procès rancunier, de procès à charge, il a été mis sur le banc des accusés et sans avocat, sans défense adéquate, sans respect de la vie humaine, au mépris de toutes les chartes des droits de l'homme, que ce soit de l'ONU, ou de la charte de la Convention de Genève de 49 ou de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 81, il a été condamné à 3 ans de prison pour on ne sait pas trop quoi. Donc je lui rends cet hommage aujourd'hui parce que les libertés dont vous jouissez aujourd'hui sont des motifs de condamnation pour d'autres personnes, c'est-à-dire des choses qui sont anodines. Le Cameroun se retrouve un peu comme les sociétés pourries du Moyen-Orient où, parce qu'une femme s'est baladée sans le voile, on demande de la lapidation, ou une femme se fait violer et c'est elle qui doit épouser le violeur. Donc, la raison pour laquelle nous critiquons le Cameroun, et nous sommes très étonnés de voir que des gens nous insultent, après que nous ayons exposé la barbarie, la raison pour laquelle nous critiquons le Cameroun, c'est que nous aimerions que dans notre pays où nous sommes nés, il y ait un semblant de respect du droit et de la vie humaine, comme dans les autres pays où nous avons eu la chance de nous rendre. Vous ne pouvez pas demander à un Camerounais normal de cautionner et d'applaudir parce qu'on a emprisonné un compatriote qui a juste pris des photos devant un bâtiment administratif. C'est logique d'appeler cela de la barbarie, c'est logique d'appeler cela un gang de malfrats. J'ai toujours pris en exemple des gens qui se sont montrés plus scandalisés du fait que des Camerounais de la diaspora ont vandalisé l'ambassade par rapport à ce que le récent ambassadeur du Cameroun en France a fait. Vous avez certainement entendu parler de cette actualité. Monsieur Alfred Nguini, qui est ambassadeur seulement depuis mars dernier, s'est retrouvé dans une affaire où seulement pour un hôtel qu'il a pris à Paris, je crois dans le 14e, il a payé pour les 3 mois qu'il y a passé environ 600 € la nuit, 54 000 € sur les 3 mois, ce qui nous fait 36 millions de francs CFA. Donc si tu me dis que tu es plus scandalisé par le fait que quelqu'un soit allé dans une ambassade parce qu'il réclamait la justice, que par quelqu'un qui a cambriolé aux frais de l'État 36 millions de francs CFA, pendant que justement à Wallord, comme on a l'habitude de mentionner, il y a des enfants qui n'ont pas d'eau. Donc, dans ce que nous appelons la révolution, il faut comprendre que nous ne sommes pas là pour vous faire plaisir, il faut comprendre que nous ne sommes pas dans une logique, ce n'est pas la révolution ou le combat pour la justice n'est pas un site de rencontre. Nous ne cherchons pas à avoir les yeux d'eau de quelqu'un. Nous ne cherchons pas à faire plaisir à quelqu'un. Nous nous battons pour la justice. Et il est souvent important, même contre le gré d'un peuple, de le sortir des griffes de ceux qui le piétinent pour cet idéal de justice. C'est comme un enfant qui joue avec un serpent, il ne sait pas que c'est dangereux, vous venez le sortir de là, vous lui donnez une gifle, il se met à pleurer, il pense que son père est cruel, or c'est par amour que son père le fait. Donc nous prendrons sur vous, nous prendrons sur nous votre haine, nous prendrons sur nous vos insultes, nous prendrons sur nous votre diabolisation, nous prendrons sur nous tout le mépris que vous éprouvez à notre égard. Le jour viendra où vous nous remercierez. Ce n'est pas encore aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. La finalité n'est pas vos remerciements. La finalité, c'est le salut du Cameroun. Nous allons éveiller les consciences de nos peuples, les éduquer à ce qu'ils ont le droit de faire, à la vie qu'ils ont le droit de vivre, même si cela nous vaut l'adversité la plus farouche du régime en place, ce que nous appelons le gang des malfrats, parce que ce sont un gang de malfrats. Donc, hommage profond à Wilfred Siewey. Nous allons essayer, nous allons trouver des moyens, nous allons nous débrouiller, continuer à nous battre pour le sortir de là, lui et beaucoup d'autres personnes. On avait essayé, j'étais allé lors d'une journée portes ouvertes au ministère des Relations extérieures
à Berlin, le Auswärtiges Amt, comme ils appellent là-bas, et avec les représentants du ministère, on a essayé de leur exposer cette affaire. On a essayé même, j'ai essayé de poser la question en pleine conférence. Ils ont renvoyé, comme ils ont l'habitude de dire, dans les codex diplomatiques en disant voilà, le Cameroun et l'Allemagne sont sur le dossier, nous travaillons dessus, mais nous ne pouvons pas vous fournir plus de détails. Donc il est important que des actions continuent d'être menées en ce sens. Le combat pour la justice n'est pas un combat qui attend une récompense, c'est un combat dont la récompense est la satisfaction d'avoir fait ce qui est bien, même si ça ne réussit pas. Il n'y a pas de combat qui échoue, tous les combats réussissent. Peut-être pas de ton vivant, mais au moins après toi, quelqu'un terminera ce que toi tu as commencé. Le travail, la sueur sur laquelle tu as transpiré servira à quelqu'un. Et c'est comme ça. Quand on a tué Martin Luther King en 69, il n'avait jamais espéré, il n'avait jamais imaginé qu'un noir pourrait, non seulement serait la main d'un blanc à titre d'égal et égal, mais qu'un noir pourrait se retrouver à la tête de la première puissance américaine. Mais c'est à partir des combats comme cela qu'on se retrouve aujourd'hui à jouir de certaines libertés. Le fait donc que nous naviguions sur les combats des autres nous donne la responsabilité de combattre aussi pour ceux qui vont venir après nous. J'ai choisi aujourd'hui de parler du Covid-19 et j'ai choisi comme thème pourquoi est-ce que Paul Biya veut nous entraîner avec lui dans sa mort. Parce que voilà, le Covid-19 actuellement est traité de différentes manières en fonction des pays. Et l'Afrique, comme elle a l'habitude, je ne sais pas dans quelle sorte de moule on a trempé les Africains, mais l'Africain a une hostilité totale, non pas envers la patrie, mais une hostilité totale envers les bons exemples. Chaque fois, mais c'est systématique, quand vous allez parler à un Africain du fait que à Singapour, qui était un petit village de pêcheurs lorsque Singapour s'est séparé de la Malaisie en 1965, à Singapour, il y a une sorte de robot qui fait la patrouille pour vérifier comment ça se passe niveau coronavirus. Ils vont te dire, nous, on n'est pas Singapour. Nous, on n'est pas Singapour, on n'est pas, nous ne compare pas aux pays, aux quatre dragons d'Asie. Mais le jour où la police singapourienne va tirer sur un noir, un chinois, un blanc, ils vont vous dire, regardez, Singapour aussi est en train de tirer sur ses concitoyens, donc ne nous en voulez pas trop, le Cameroun n'est pas un enfer. Et il y a quelques jours, j'ai vu dans un échange, dans un forum, quelqu'un qui était en train de dire, la police, il a pris, je ne sais pas où il a pris la vidéo, la police française interdit la distribution des masques. Vous voyez donc qu'un Africain a réussi à devenir assez fou pour prendre exemple sur des gens qui interdisent à des concitoyens de distribuer du matériel de protection. Ben déjà, c'est faux. Les masques sont délivrés aujourd'hui, jour de l'allègement du déconfinement en France à l'entrée des stations de métro. Ils sont d'ailleurs obligatoires dans les transports en commun. Qu'est-ce qui se passe dans les têtes d'un Africain qui vous dit regardez comment la police française interdit la distribution des masques. Donc la conclusion, c'est que la police camerounaise aussi devra interdire la distribution des masques. C'est assez terrible, c'est assez choquant. Il faut garder à l'esprit aujourd'hui qu'il y a des gens, on ne dit pas du mal des morts, mais sachez qu'on ne devient pas gentil parce qu'on est mort. Si j'ai été bien, traitez-moi comme quelqu'un de bien de mon vivant ou après moi. Si j'ai été méchant, détestez-moi vivant comme mort, je n'aime pas l'hypocrisie. Donc, je retiens qu'il y ait des gens qui ont dit que le Cameroun était l'un des meilleurs pays dans le monde en termes de plan de riposte contre le Covid-19. Et ces gens-là, actuellement, certains d'entre eux ont perdu la vie. Donc c'est assez intéressant d'être l'un des défenseurs de quelque chose et les conséquences de cette chose, de cette hypocrisie-là, nous coûtent la vie à nous-mêmes. Moi, je dis que l'Europe a commis beaucoup d'erreurs dans le combat contre le corona. Ils ont été en retard sur beaucoup de choses et c'est encore le cas d'ailleurs. Donc si je viens y à mourir du Covid-19, comprenez que c'est parce que l'Europe n'a pas été parfaite dans ses mesures. Il ne faut donc pas que vous qui êtes au Cameroun dans des pays qui ont beaucoup moins de moyens que nous, vous perdiez dans l'illusion en pensant que applaudir la médiocrité, c'est faire preuve de patriotisme. Il ne faudrait pas que vous vous en mouriez parce que là, on aurait raison de se moquer de vous. On dira, mais ce n'est pas possible. Lui, il a dit que tout va bien. Comment ça se fait qu'il perde la vie à ce moment-ci? Donc, gardons-le à l'esprit. Alors, j'ai choisi aujourd'hui de parler de ce thème parce que cette histoire de réouverture des bars m'est restée en travers de la gorge. Jamais de mémoire humaine, je n'avais vu pareille sorcellerie. Jamais. On a beau mettre la chose dans tous les sens, ça n'a pas de logique.
Vous êtes dans un contexte où vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous n'avez pas d'argent puisque l'État du Cameroun a demandé un prêt de 135 milliards de francs CFA, c'est-à-dire 226 millions de dollars auprès du Fonds monétaire international. Ils ont d'ailleurs demandé un élargissement de ce qu'ils ont appelé le Fonds d'élargissement du crédit, le FEC, qui finissait en juin et qui va se prolonger jusqu'au 25 septembre 2020 parce que le pays a besoin d'argent. Vous ne pouvez pas manquer de matériel et demander les sollicitations de Jack Ma en Chine, de l'Allemagne et des pays développés et en même temps prendre des mesures totalement folles, totalement idiotes devant le coronavirus alors qu'on n'avait même pas été capable d'appliquer les mesures de confinement que ces pays-là, eux, ils ont appliquées. Alors, on va peut-être voir là dans le petit échange que j'ai ouvert aujourd'hui, si c'est la grâce divine qui nous a épargnés du Covid-19 ou si ce n'est qu'une bombe à retardement qui va finir par exploser, nous allons le voir. Sur cette histoire d'ouverture des bars, je ne vais donc pas y aller par 4 chemins. Il y a 3 raisons qui expliquent la réouverture des bars au Cameroun. La première, c'est pour faire du chiffre, il s'agit de faire du chiffre, de l'argent. J'étais déjà revenu dans une vidéo que j'avais publiée sur cette page sur l'entreprise Castel, une entreprise française fondée en 1949 par Pierre Castel et qui s'est implantée en Afrique sur laquelle elle a trouvé un terreau fertile pour ses affaires. C'est une entreprise florissante qui n'a jamais connu de problème, surtout dans un contexte où on adore l'alcool comme en Afrique, qui réalise un chiffre d'affaires de près de 8 milliards d'euros, dont les 3/4 sont en Afrique et qui ne paye pas, un peu comme la PHP, Anjombe Penja, la compagnie fruitière de Marseille, les plantations du Haut-Penja, qui ne paye pas les impôts de manière convenable, qui fait juste des arrangements avec l'État et qui justement se sucre sur notre dos. Ils ont donc décidé que les vies des Africains ne sont pas très importantes et que l'économie vient avant la vie. De toute façon, vous êtes des Africains et business is business. S'il y a un virus qui rôde dehors, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que l'économie reprenne. On a fini par oublier que pour faire l'économie, il faut être en vie. En tout cas, la première raison, c'est celle-là. Il fallait faire du chiffre. Il faut faire de l'argent. Lorsqu'on a critiqué le régime Biya en disant que c'est un régime totalement médiocre, totalement absurde, totalement inerte, il y a des gens qui nous disaient « Ne critiquez pas, Paul Biya est un bon président ». Aujourd'hui, lorsqu'on dit il faut confiner, il faut fermer les bars, ces mêmes gens nous disent non, on ne peut pas fermer les bars parce que les arcanes principales de l'économie sont basées sur les brasseries. Et ils ont raison parce que l'année dernière, en 2019, nous avons consommé 936 décimètres cubes de bière. Enfin, vous avez consommé, parce que vous pouvez me voir avec des bouteilles de champagne sur les photos. Moi, je ne bois pas d'alcool. Je consomme en moyenne, je ne sais pas, si je prends un verre comme celui-ci, je vais dire la moitié de ce verre est la quantité d'alcool que je consomme en 1 année et demie. En 1 année et demie. Ça, c'est ce que vous consommez en 8 minutes. Et vous en consommez comme ça au moins 15 par soir. C'est le volume d'alcool que je consomme en 18 mois, 1 année et demie, ce verre, et je ne le remplis même pas. Donc, dans un contexte comme celui-là, il y a des gens donc, qui reconnaissent que Paul Biya a créé un pays dont l'économie est fondée sur l'alcoolisme, l'économie est fondée sur la bière. Et si on ne boit pas, si les bars sont fermés, ça ne va pas fonctionner. C'est donc un calcul économique, mais totalement absurde. On avait donc raison de critiquer la gouvernance de Paul Biya parce que Covid-19 nous met devant nos démons. Covid-19 nous dit que nous n'avons pas d'économie. Nous importons du riz d'un pays comme le Vietnam, un minuscule pays plus petit que nous en superficie et qui produit quand même chaque année 40 mégatonnes de riz et qui en exporte, le premier exportateur après des pays comme l'Inde, le Pakistan. Nous avons basé sur l'alcoolisme. Et aujourd'hui, devant l'hécatombe du virus, on se rend compte qu'on a juste le choix. Qu'est-ce qui va nous tuer? Est-ce que c'est le virus qui va nous tuer? Est-ce que c'est l'imbécilisation alcoolique? Parce que c'est ça la deuxième raison pour laquelle on a rouvert les bars. J'ai dit il y en avait 3. La deuxième raison pour laquelle on a ouvert les bars, c'est qu'il faut maintenir justement le peuple dans cette vampirisation alcoolique, dans cette idiotisation, dans cette imbécilisation dans cette ivresse totale pour qu'il ne se pose pas les questions qui le concernent. Cet enfumage de drogue, cette alcoolisation des masses qui conduit à ce que vous avez donc des gens qui vont vous dire au Cameroun
le Covid-19 est fini parce que justement on a rouvert les bars. Dans leur tête, si on a rouvert les bars, c'est que tout est terminé. Et d'une certaine façon, on peut leur accorder du crédit parce que oui, avec quelle logique peut-on expliquer le fait que des bars aient rouvert si ce n'est que le virus a été jugulé, réglé? Donc ces gens vont aller dans les bars et crier que le virus est terminé et ils vont mourir et tomber comme des mouches, un peu comme ceux qui, jusqu'à présent, avaient dit que le Cameroun contrôle le Covid-19 et qui eux-mêmes ont été victimes du même Covid-19. Donc il faut imbéciliser un peuple par l'alcool, il faut vampiriser un peuple par la bière, il faut saouler totalement une population et comme ça, certains vont même pousser la stupidité jusqu'à vous dire le Covid-19 n'existe pas ou du moins n'existe pas sur le continent africain. Vous en avez qui vous le disent. Je parle avec ma famille, je parle avec mon entourage, des gens disent ce genre de choses. Donc, ça conduit à ce que la principale question du moment aussi n'est pas posée, à savoir où est Paul Biya. Lorsque vous la posez, même d'ailleurs à un Camerounais, il vous dit est-ce que c'est ça que je mange? Donc, c'est le meilleur peuple qu'on puisse avoir, c'est-à-dire c'est la meilleure configuration possible. Quand vous avez un peuple comme ça, vous pouvez y en faire ce que vous voulez. C'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Un peuple totalement endormi, un peuple totalement inconscient, un peuple à qui une bouteille de bière suffit pour estimer que ça va. Tous ces problèmes sont résolus. Ce peuple-là est devenu une chose pire même que le bien cheptel ou le bien meuble qu'on nous collé dans le code noir de Louis XIV au XVIIe siècle. Le peuple-là est donc devenu une chose dont on peut faire ce qu'on veut. Et qu'est-ce qu'on veut faire du peuple africain? C'est la troisième raison. On veut augmenter le nombre de cas de Covid-19 en Afrique. Je précise, je répète que la raison pour laquelle on a ouvert les bars, c'est pour se faire de l'argent, parce que les brasseries, dans le concubinage incestueux, la danse macabre avec le gouvernement camerounais, veut se faire de l'argent. Ça va aussi renflouer les caisses pour les impôts, parce que l'activité y est arrêtée et que tout se base sur l'économie. La raison, c'est imbéciliser un peuple pour qu'il ne demande pas où est Paul Biya, dont le peuple peut faire 2 mois, 3 mois, 90 jours sans voir son prétendu président, et il est tranquille, il ne pose même pas la question. Apporter cette actualité à n'importe quel pays dans le monde, il va dire que le Camerounais est devenu totalement fou. Comment c'est possible? Et donc, la troisième raison, c'est celle-là, augmenter le nombre de cas de Covid-19 en Afrique. C'est-à-dire, les Africains jusqu'ici étaient particulièrement épargnés si on compare avec les pays européens par le Covid-19. Et justement, en ouvrant les bars, au-delà de 18 heures, on va les amener à mener leur vie comme ils avaient l'habitude de faire. L'endroit où les Camerounais se retrouvaient le plus quand ce n'est pas le foot, c'est justement la bière et la boîte de nuit. Dans la boîte de nuit, on est collé et comme il y a la musique, on se parle à l'oreille et on postillonne, c'est-à-dire on émet des jets. Des aérosols si on veut. On émet des gouttelettes et c'est par ces gouttelettes-là qui entrent par les narines, par les yeux, par la bouche, par les orifices du corps que justement on finit par être contaminé du Covid-19. Donc le programme justement de cette hérésie, de cette danse macabre, c'est d'augmenter les nombres de contagions entre autres. C'est aussi la raison pour laquelle vous avez vu Air France, entreprise française, Air France KLM, qui est la principale entreprise, la principale compagnie aérienne européenne, tabler sur le fait qu'à partir du mois de juin, elle va ouvrir de nouveau ses voyages vers l'Afrique. Imaginez un peu, actuellement la France a 26 000 morts du Covid-19. Est-ce que si c'était la Côte d'Ivoire, parce qu'ils ont dit que justement ils vont ouvrir la liaison vers la Côte d'Ivoire avec une escale au Bénin, est-ce que si la Côte d'Ivoire avait 26 000 morts, à 2 semaines après le confinement, est-ce que la France aurait accepté d'accueillir des Ivoiriens sur son sol? Est-ce que ça aurait été possible? Mais bien sûr que non. Mais comme ce sont les Occidentaux, comme c'est la France, comme c'est l'impérialiste qui décide de quand vous ouvrez vos portes ou pas, c'est lui qui vous dit les Africains se sont confinés parce que l'Occident s'est confiné. Donc les Africains vont se déconfiner quand l'Occident aura dit de déconfiner. Et quand Air France va dire aux Ivoiriens, aux Camerounais que moi je viens à Yaoundé, moi je viens en Côte d'Ivoire, moi je viens, ils vont ouvrir parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que ce sont des marionnettes, parce que ce sont des Pinocchio, des poltrons, parce qu'ils n'ont les muscles que face à leur peuple. Ils font les malfrats contre le peuple, ils font les malfrats en concubinage avec l'impérialiste contre le peuple. Air France a donc prévu à partir du 1er juin, entre autres, de rouvrir les barrières
et avec tout ce que cela peut comporter, c'est-à-dire, même si on vous dit officiellement, parce qu'on ne vous dira jamais qu'on vient vous contaminer, même si on vous dit officiellement que voilà, il y aura des contrôles stricts dans les aéroports, je suis désolé, une fois chez vous en Afrique, c'est vous qui devrez prendre des mesures. Si vous n'acceptez pas de mettre en quarantaine, de confiner ou je ne sais pas quoi, je suis désolé, le virus va entrer de plus belle sur le terrain. C'est d'ailleurs exactement ce qui s'est passé à partir du mois de mars 2020 où il n'y avait encore aucun cas de Covid-19 au Cameroun. Mais parce qu'on a laissé les frontières, parce qu'on croyait que le Covid-19 s'arrête quelque part dans les airs, on a laissé tout le monde entrer, on a laissé le président de l'Assemblée nationale faire ses va-et-vient, faire ses meetings avec sa suite, rencontrer des gens lors des sessions à l'Assemblée, avec tout ce que cela comporte. Au point où, comme on est dans un pays fou, des gens ont utilisé la diaspora comme prétexte en disant c'est la diaspora qui est allée contaminer les Camerounais. Je veux bien qu'il y ait des gens qui ont été négligents, qui peut-être étaient asymptomatiques ou porteurs du virus et qui, sans savoir qu'ils étaient déjà atteints, ont cru aller s'abriter en Afrique et ont plutôt contaminé les autres. Mais à qui revient la protection civile? Est-ce que c'est à celui qui voyage? Non, c'est au ministre de l'Intérieur, au ministère de l'administration territoriale au Cameroun, Paul Atanganji, le ministre certainement le plus stupide que le système solaire ait jamais connu, qui est incapable d'être présent là où les paradigmes du moment ont besoin de lui, de protéger les frontières nationales, de protéger sa population du secteur sanitaire. Il n'est présent que dans la répression. Et c'est parce qu'ils veulent vous voir mourir que ceux qui ont refusé de fermer les frontières quand les gens qui étaient contaminés venaient, parmi eux les Chinois, les Français et tout qu'on oublie souvent, on s'attaque seulement sur la diaspora locale, le noir est plus fort contre son propre frère. Celui-là donc qui a laissé les gens venir en étant malades, et encore celui qui refusait que des Camerounais, des citoyens, vous apportent leur aide pour des questions politiques. Donc, c'est dans cette situation-là qu'on se retrouve. Voilà donc les trois raisons, comme je disais, qui ont conduit la rouverture des bars et deux ou trois hérésies qu'on a observées au Cameroun. C'est ce qui explique les 14 voitures que l'OMS est allé donner au gouvernement camerounais, comme si le Cameroun avait besoin de voitures. Mais regardez un peu, quand vous allez seulement dans les garages de l'un de nos ministres, vous allez voir l'un de ces garages, mais vous serez impressionné par le nombre de véhicules que vous y trouverez. C'est-à-dire, à lui tout seul, il a une flotte qui dépasse largement les 14 véhicules que l'OMS a apportés. Donc, on n'a pas besoin de voitures, et encore moins de voitures de luxe. Ce n'est pas ça qui va aller dans des zones enclavées. Quand on veut aider une zone enclavée, lorsque quelqu'un comme Maurice Kamto apporte des kits de survie, des kits de dépistage, au lieu de dire les 4x4 vont servir à transporter les malades là-bas, non, c'est pas nécessaire. Vous n'allez pas amener tout le monde à Yaoundé. Prenez plutôt les kits de Maurice Kamto et de tous ceux qui ont apporté de l'aide et acheminez-les là-bas, équipez les hôpitaux avec ce matériel et personne n'aura besoin de quitter cette région pour aller à Yaoundé, en risquant d'ailleurs mourir sur le terrain. Vous voyez que les raisons n'ont aucune logique. La logique derrière, c'est parce que il y a des lobbies qui jouent entre l'Organisation mondiale de la santé et le gouvernement camerounais à des petites manœuvres de corruption pour ensuite faire accepter à ce peuple des vaccins et des choses qui vont faire de vous des cobayes et le marchepied de ces gens-là. L'OMS travaille en étroite collaboration avec des organismes comme la Fondation Bill et Melinda Gates. Et la Fondation Bill et Melinda Gates est justement très, très amatrice de ce genre de pratiques, en particulier dans le continent africain. Il y a eu déjà plusieurs cas. De toute façon, on ne va pas refaire l'histoire. Mais je vous renvoie lire un livre qui a été écrit l'année dernière, en 2019, par Lionel Astruc. C'est un journaliste français. C'est paru aux éditions Actes Sud. Lionel Astruc, il a écrit, le titre du livre, c'est la pseudo-générosité de la Fondation Bill et Melinda Gates. Il fait comprendre dans ses travaux que l'artémisia, qui était interdit en Europe il y a plus d'une dizaine d'années déjà, a été justement interdit sous la pression des lobbies de la Fondation Bill et Melinda Gates. Gardez à l'esprit que la fortune de Bill Gates, sur l'intervalle 2011-2019, a augmenté de 40 milliards de dollars. Bill Gates avait 56 milliards en 2011, il est actuellement à 96 milliards.
Comment c'est possible que quelqu'un qui offre des dons s'enrichisse au lieu de voir sa fortune diminuer? En général, si j'ai 10 euros, je vous en donne 5, il m'en restera 5. Bon, même si je fais des affaires, si je vous en donne autant, 5, je vais peut-être gagner 3 derrière et j'aurai 8 euros. En tout cas, j'aurai perdu au change. Mais la fortune de Bill Gates augmente. Pourquoi? Parce qu'en fait, non, ce n'est pas du bénévolat, c'est du business. Ce sont des placements. Il subventionne de grandes entreprises, parmi lesquelles des géants comme Coca-Cola, des géants comme des gens qui ne sont même pas en priorité dans le secteur de la santé, où vous vous demandez quel rapport. C'est par des mécanismes qui passent par des sociétés écrans, qui passent par des organismes officiels, qu'on finit par vous faire accepter et des vaccins et des produits qui vont faire que vous devenez le tube à essai de ceux qui ont peur d'essayer sur eux en premier, parce qu'ils estiment que eux sont des humains de plus grande valeur. Donc allez lire ce livre aux éditions Actes Sud en France, la pseudo-générosité de la Fondation Bill et Melinda Gates. C'est entre autres, voilà, comme je dis, ce qui explique que vous voyez donc ces amitiés avec l'OMS et les dirigeants africains qui viennent offrir aux Africains ce dont les Africains n'ont pas besoin, au lieu d'offrir ce dont nous avons besoin. C'est ce qui explique aussi la visite de Christophe Guillo au Palais de l'Unité avec le fantôme de Paul Biya. C'est-à-dire, on s'attarde beaucoup sur la visite entre Christophe Guillo et l'ombre de Paul Biya, ce qu'on a vu au palais, mais on oublie qu'il a aussi rencontré d'autres acteurs du gouvernement camerounais, notamment Madeleine Chuente, le ministre de la Recherche scientifique. Celle qui nous disait que le Cameroun produit 6000 comprimés de chloroquine par heure et qui est incapable aujourd'hui de nous dire où on en est. Je ne sais pas si quelqu'un a eu l'impression qu'il se fait traiter ou distribuer de la chloroquine gratuitement actuellement dans le pays. Mais la rencontre entre Christophe Guillo, imaginez un ambassadeur, un petit ambassadeur français, en pleine crise sanitaire, alors que votre président ne vous voit pas, vous ne le voyez pas. Il ne parle pas au Premier ministre, il ne parle pas au ministre de la Santé, il ne parle pas à ses propres officiers, mais il accueille un ambassadeur français et après l'ambassadeur français fait la tournée des ministères et rencontre tout le monde comme s'il était devenu, je ne sais pas, le sous-secrétaire américain aux affaires étrangères ou que sais-je encore, comme s'il était plus puissant qu'il ne l'est en réalité. Est-ce que la France peut laisser M. Alfred Guigny, ambassadeur du Cameroun à Paris, rencontrer à huis clos des dirigeants français dans des positions aussi stratégiques? Olivier Véran, ministre de la Santé, je ne sais pas, Christophe Castaner à l'intérieur ou le ministre de l'Industrie. Mais non. D'ailleurs, l'ambassadeur du Cameroun en France, non seulement il ne peut pas rencontrer Emmanuel Macron, il ne peut pas rencontrer Olivier Véran, il ne peut pas rencontrer Christophe Castaner, mais en plus il a été limogé. Et pourquoi il a été limogé? Parce qu'il était plus occupé à ses jouissances dans une chambre d'hôtel à Paris, je crois dans le 14e, où il a dépensé 600 euros par nuit, il a dépensé 54 000 euros en 3 mois, 36 millions de francs CFA. Il y a des enfants qui meurent à Wallord. J'ai reçu un drôle de message hier, quelqu'un qui m'écrit Wilfried, s'il te plaît, aide-nous, on n'a pas d'électricité ici, je suis dans le Noun. Et moi, je me dis, mais c'est pas possible, l'État du Cameroun a disparu. Qu'est-ce qu'un pauvre citoyen insignifiant comme moi peut offrir, comment est-il possible qu'un misérable citoyen comme moi puisse être celui qui offre de l'électricité à quelqu'un qui se trouve au Cameroun? Il y a un État au Cameroun. Où est Paul Biya? Où est l'État du Cameroun pour prendre en charge ses enfants? Donc, voilà donc M. Alfred Guigny qui dépense près de 40 millions de francs CFA seulement pour 3 mois. Et là, on parle de la location de l'hôtel. On ne parle pas des bijoux qu'il va acheter à ses copines, on ne parle pas de sa nourriture, on ne parle pas de tous les services qui l'entourent, des voitures, de tout ce qu'il fait pour maintenir son train de vie. Quand on va appeler ces gens-là le gang de malfrats, les imbéciles qui nous suivent sur Facebook et qui sont totalement omnibulés par justement ce gang de malfrats qui est en train de les piétiner, vont estimer que c'est nous les ennemis. C'est ça donc quand on a vampirisé un peuple par l'alcool, la boisson, les femmes, le sexe, la religion et tout ce qui contribue à le mettre à genoux, à le mettre hors sujet. J'appelais ça le décalage du paradigme d'indignation. Quelqu'un te vole 30 millions pendant que ta cousine, ta mère, ta fille est en train de mourir par manque de soins et tu estimes que le méchant, l'antipatriote, c'est celui qui appelle cet individu-là voleur.
Celui qui estime, en fait, quand vous dites, reste en Europe, tente de revenir au Cameroun, c'est parce que vous estimez que le voleur, lui, il peut revenir tranquillement, vous l'appelez excellent, vous lui dites bravo, il a une cravate, vous lui serrez la main, vous prenez une photo. Non, vous êtes fou, on vous a injecté la folie, c'est l'hypnose collective, c'est le mirage absolu, c'est ça qu'on a fait de nos peuples. Voilà donc où nous nous trouvons avec Christophe Guilloup qui a fait le tour des centres justement stratégiques de notre pays, en commençant par la présidence, si tant est qu'il ait rencontré Paul Biya. Pourquoi donc les Occidentaux s'activent à faire tout cela? Pourquoi est-ce qu'on est en plein dedans? Parce que les Européens ne sont pas contents que le nombre de cas de coronavirus en Afrique soit aussi faible. Ils ne comprennent pas que eux, ils sont à plus de 30 000 morts en Grande-Bretagne, à plus de 80 000 morts aux États-Unis, à plus de 26 000 morts en France, à plus de 7 000 morts en Allemagne, et que vous, au Cameroun, vous, en Côte d'Ivoire, vous soyez à 100, 200, 50 morts, 2 morts, 3 morts, ou à Madagascar, 0 mort. Ils se disent, mais ce n'est pas possible. Comment ça se fait que l'Afrique n'ait pas autant de morts? C'est donc pour ça qu'ils vous envoient tout ceci. Mais gardez à l'esprit que ce n'est pas la bravoure de vos dirigeants. Ce n'est pas la bravoure de nos présidents africains qui fait que le Covid-19 ne soit pas sur le terrain comme il est en Europe. Et encore, il y a des présidents africains à qui on accorde des circonstances atteignantes parce que eux, ils font preuve de bravoure. Il y a des présidents africains sur lesquels on peut dire non, ici, il y a quand même une volonté manifeste de faire des efforts, comme justement à Madagascar. Mais la principale raison, du moins pour le moment, pour laquelle le Covid-19 n'est pas encore implanté en Afrique à grande échelle, c'est la jeunesse de la population africaine. Tout simplement, les jeunes sont les moins sujets au Covid-19. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas contaminés, ça veut juste dire qu'ils sont asymptomatiques. Si on faisait des tests, vous verrez que beaucoup plus de Camerounais sont contaminés qu'il n'y paraît. La preuve, vous allez voir que quand on fait 50 tests, on va vous dire sur les 50 tests, il y avait 42 qui étaient positifs. C'est-à-dire, il est probable que le virus circule déjà à très haut débit. Mais la population jeune parvient à mieux résister que la population vieille. Vous prenez le continent européen de l'Allemagne à la France en passant par la Suède ou le Royaume-Uni jusqu'à l'Italie, la moyenne d'âge, l'espérance de vie oscille entre 80 et 87 ans chez les femmes par exemple. Or, au Cameroun, l'espérance de vie est de 56 ans. La moyenne d'âge est de 17 ans. Elle n'est même pas de 18 ans. La moyenne d'âge n'est même pas la majorité. La majorité pénale au Cameroun et encore moins la majorité civile. Donc, la population est très jeune et elle résiste mieux. Or, les Européens, eux, ils ne font pas... Enfin, comme on dit, à quelque chose malheur est bon. Comme les Européens ont un bon système de santé, ou du moins une bonne infrastructure de santé, et ils ont des soins, ils vivent donc plus longtemps. Ils font moins d'enfants par conséquent. Nous, on a un système de santé beaucoup moins performant dont les Noirs meurent en masse. Heureusement, on fait beaucoup d'enfants. Comme les Noirs meurent beaucoup, vous trouvez donc très peu de vieux Noirs et beaucoup de jeunes. Vous allez dans un village, vous allez trouver un vieillard et 58 enfants qui courent un peu partout. Vous allez en France, vous allez trouver des vieillards, mais partout. Toute une ville consacrée aux vieillards et il y a à peine quelques jeunes qui déambulent dans les rues. C'est donc pour ça que ils vivent longtemps, ils survivent le plus, ils succombent le plus parce que eux, comme ils vivent longtemps, justement, on vit longtemps mais on s'affaiblit. À 80 ans, on n'a plus le même système immunitaire que celui peut-être que nous. Vous et moi avons déjà contracté le Covid-19 3-4 fois depuis le début de l'épidémie, mais on ne s'est pas rendu compte de ça parce que on est jeune et on a encore justement les anticorps qu'il faut. Voilà la principale raison. Ce n'est pas Dieu qui est venu vous sauver, ce n'est pas la chance et ce n'est pas non plus une occasion de jouer avec le feu en pensant que ça va rester comme ça. Non, bien au contraire, on voit comment c'est en train d'augmenter petit à petit. Vous n'allez trouver aucun pays en Afrique où on va vous dire les cas sont en train de diminuer, comme c'est le cas en Europe. Et encore, ce n'est pas le cas partout. Vous qui dites donc il faut fermer, enfin, on a bien fait d'ouvrir les bars, la vie peut recommencer, nous sommes des oiseaux de mauvais augure qui présageons le pire. Sachez que en Corée du Sud, il y a 2 jours, un jeune homme de 29 ans est allé se balader dans 5 bistrots pour aller boire et il s'avère qu'il portait les symptômes du coronavirus.
On a refermé les bars dans la ville de Séoul à cause d'une seule personne et ce pour 15 jours. Vous, au Cameroun, vous avez les bars ouverts et vous vous dites Dieu pour voir comme Dieu déteste les Coréens et que vous êtes les êtres les plus bons de la terre. Vos bars seront ouverts, il n'y aura pas de conséquences. Les Coréens sont des idiots et ils ont fermé les bars et eux, voilà, c'est comme ça, comme Dieu les déteste, eux, ils vont mourir s'ils les gardent ouverts. Mais vous, vous allez survivre. La Corée du Sud a fermé ses bars. L'Allemagne, si vous lisez le Tageszeitung, le Taz, l'un des quotidiens allemands les plus connus, ils ont remarqué depuis quelques jours que les cas, depuis que l'Allemagne a commencé à déconfiner, les cas ne diminuent plus. On était descendu à 960, c'est en train de remonter, on est à 1100. En fait, sur les 1,1, c'est-à-dire les 1,1 ne descendent plus. La courbe est maintenant stagnante et elle tend à augmenter même avec le déconfinement, tant et si bien qu'en Allemagne, on est en train de réfléchir à à de nouveaux confinements localisés. D'ailleurs, il y a un foyer, il y a quelques foyers un foyer qui s'est ouvert il y a quelques jours là, 200 personnes qui ont été testées positives dans une structure où justement il y avait plus de cas de Covid-19. En France, pareil, en Dordogne ou dans la Vienne, il y a quelques jours, il y a en Dordogne un enterrement qui a regroupé quelques dizaines de personnes et qui est devenu un nouveau foyer du Covid-19. Au point où on se demandait, avant aujourd'hui, lundi 11 mai, la date du déconfinement, on se demandait est-ce qu'on est prêt, est-ce que la France est prête à rouvrir les vannes, est-ce que c'est une bonne idée? Au Ghana, puisqu'il faut parler d'Afrique, la semaine dernière, le Ghana avait procédé à un allègement, enfin, il y a une dizaine de jours, un allègement de son confinement dans les villes de Kumasi et Accra, les deux plus grandes villes du pays. Les gens pouvaient sortir, mais les rassemblements restaient interdits. Et sur ce petit intervalle d'une semaine, le Ghana était passé de 1042 cas à 1550 cas, au point où l'opposition a commencé à poser la question, est-ce que c'est une bonne idée? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on fait bien? Est-ce que le gouvernement fait bien d'alléger, de mettre les mesures de déconfinement voilà, avec les risques que cela peut comporter. Mais au Cameroun, vous estimez que non, il n'y a pas de problème. Vous êtes un super peuple, il ne va rien vous arriver. On peut ouvrir les bars. Vous avez le meilleur plan de réponse contre le Covid-19, vous avez le meilleur président de la Terre, vous avez les meilleurs moyens, vous avez le meilleur bilan statistique, vous avez tout. Même si on se retrouve dans un pays où le ministre de la Santé vous dit il y a 68 morts ou 61 morts. Et après, vous entendez que le délégué régional du littoral a commandé 100 cercueils pour le coronavirus. Soit on est dans un monde de fous où le délégué régional commande des cercueils pour des gens qui ne sont pas encore morts, soit il faut nous expliquer comment on peut commander plus de cercueils, enfin, comment il peut y avoir plus de morts dans la région du littoral que dans tout le Cameroun. Comment c'est possible? Vous êtes donc dans un mensonge permanent. On est en train de vous mentir à grande échelle actuellement et sur le nombre de contaminés et sur le nombre de morts de 1 parce que eux-mêmes ils ont peur parce qu'ils ont peur que l'hécatombe réelle soit visible au vu et au su de tout le monde, et de 2 parce que eux-mêmes ne savent pas exactement combien sont contaminés, combien en meurent, puisqu'ils n'ont pas les moyens de tout vérifier. Le mensonge permanent dans lequel vous vivez n'a de raison de prospérer que votre volonté à continuer à végéter dedans. Quand on n'est pas naïf, on sort de là. C'est pour ça que je vous ai dit d'entrée de jeu, nous ne sommes pas dans un site de rencontre. Je ne cherche pas votre amour, nous ne cherchons pas à vous plaire, nous vous disons la vérité, cette vérité qui peut vous sauver. Reprenez l'exemple d'un enfant qui joue sur la plage avec les pinces du crabe. Si son père vient le retirer en le giflant, que l'enfant ne se dise pas que son père le déteste. Le père a décidé de sauver son enfant de la morsure contre le gré de cet enfant-là. La haine d'aujourd'hui se transformera en remerciement de demain. Pour l'instant, on est en plein combat, vous n'avez pas à nous remercier, nous ne vous le demandons pas. Au contraire, la haine, la diabolisation et toute la aversion que vous ressentez à notre égard sont le carburant que nous prenons pour continuer à nous battre. Donc, que ce soit l'Allemagne, le Ghana, la France, la Corée du Sud, les exemples que je viens de citer, eux, ils sont sur le pied de guerre et ils sont sur le qui-vive et vous êtes dans la débandade totale en faisant prospérer la légende selon laquelle Covid-19 n'existe pas. Déjà de 1,
N'oubliez pas que d'autres maladies continuent d'exister, même s'il y a Covid-19, et que justement, il faudra mélanger les malades de ces... enfin, il faudra que les hôpitaux aient la capacité d'accueillir les malades ordinaires avec les malades du Covid. Lorsque Monique Omatekel est mort le 13 mars 2016, il n'y avait pas de coronavirus. On a quand même été incapable de la soigner. Maintenant qu'on est en plein coronavirus, si l'échelle venait à grimper, comme c'est le cas dans des pays sous-développés, ne priez pas. Dieu ne vous écoutera pas. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Ce n'est pas Dieu qui vous dit de faire des idiots, de faire les idiots ou de défendre un gouvernement de barbares pendant que justement on est en train de vous sensibiliser à ces choses. Donc, les Européens n'ont pas encore trouvé de vaccin eux-mêmes, mais pour autant, c'est ça la clé de l'histoire. Ils n'ont pas encore trouvé le vaccin eux-mêmes, mais il n'est pas question que vous, les Africains, vous développiez un remède. Quand je parle tout le temps de l'OMS, de Bill Gates, de Christophe Guillouet et de toutes les réunions funestes et sinistres qui se passent actuellement entre ces empires et nos pays, c'est parce que, en attendant qu'eux ils aient le vaccin, les vaccins qu'ils décideront de tester sur vous, ils ne veulent pas que vous trouviez un médicament qui vous sortirait de là. C'est hors de question. L'Afrique ne doit pas trouver de médicaments. On va commencer par le Cameroun, Monseigneur Samuel Kleda, qui s'était, d'ailleurs ça nous avait surpris en juillet 2018, il avait fait une sortie où il disait que Paul Biya ne doit pas se représenter, il serait mieux que Paul Biya ne se représente pas aux élections. Pendant que tous les prélats faisaient les politiciens, où on a vu l'archevêque de Yaoundé qui appelait même la police de venir chasser ceux qui étaient agglutinés devant la cathédrale. C'était assez impressionnant. Monseigneur Kleda avait dit que lui, il ne veut pas que Paul Biya se représente à nouveau. Et Monseigneur Kleda, qui est aussi un expert dans la pharmacopée selon la cosmogonie africaine, a développé un traitement, un protocole qui, selon lui, soigne le Covid-19. Et les faits parlent pour lui en ce sens que ceux avec qui il a travaillé ne sont pas morts jusqu'à preuve du contraire du Covid-19. Ça valait dans le lieu de faire quelques essais et de voir. Mais on a appelé l'ordre des médecins, on les a instrumentalisés pour qu'ils disent, ils fassent une sortie pour dire non, il ne faut pas consommer le remède de Monsieur Kleda. Sans essai, sans rien, c'est la première fois que je vois la science tirer des conclusions sans mener une analyse longue durée, sans chercher à obtenir des preuves. C'est de la science de sorcier, c'est-à-dire c'est comme au Moyen-Âge, là, les sorcières de Salem, c'est de la science occulte. Ce n'est plus de la science, ce n'est plus Imhotep pour les Africains, ce n'est plus Hippocrate pour les Occidentaux, ce n'est plus de la science, ça n'a plus rien à voir, c'est de la prestidigitation. Je sais déjà que ça ne fonctionne pas, alors que je n'ai même pas eu l'occasion de vérifier et de tester. Et voilà. Après Monseigneur Kleda, vous allez au Bénin, lorsque la crise a commencé, on a vu, il a pris de l'ampleur, Monsieur Valentin Agon, qui a créé son apivirine il y a une vingtaine d'années, un remède qui était certifié et breveté dans la plupart des pays occidentaux, accepté partout en tant qu'antirétroviral contre le sida. Il a justement présenté le protocole avec l'apivirine qui soignait le Covid-19 où il a mis à contribution des malades européens, des Français, toute une famille qui a été soignée au Burkina Faso, qui peut témoigner qu'en quelques jours, elle est sortie de là. D'ailleurs, on a présenté les résultats au ministère de la Recherche scientifique au Burkina Faso qui a confirmé ces résultats. Quelle ne fut pas notre surprise de voir comment quelques jours plus tard, les mêmes ministères, les mêmes autorités ont fait un volte-face mais absolu pour dire que non, jamais, ils n'ont aucune preuve de l'efficacité de l'apivirine. Parce que derrière, on leur a mis la pression, parce que derrière, l'OMS est passé par là, parce que derrière, les sorciers sont venus pour le lobby pharmaceutique, pour des histoires d'argent, faire la danse Zoulou. C'est-à-dire venir faire toute la logique d'intimidation pour que ça ne passe pas. Il est hors de question qu'un Africain trouve le remède face au Covid-19. Comprenez-le, aujourd'hui, nous sommes dans un combat total. C'est-à-dire, ceux qui sont panafricains doivent montrer à partir de maintenant qu'ils sont panafricains. Les faits ne s'arrêtent pas là. En RDC, les professeurs Michel Bakala et Kwalanga et sa collaboratrice Philomène Longo de l'université de Lubumbashi, ont justement travaillé sur un protocole à base de la chloroquine depuis 2012, donc bien avant Didier Raoult, un mélange de chloroquine et d'oxydant, 3 molécules en tout, qui justement montraient son efficacité contre le Covid-19. Ils n'ont pas été portés en avant, ils n'ont pas été subventionnés, ils n'ont pas été encouragés et encadrés par leur État,
Et aujourd'hui, on vous dit, voilà, la RDC enregistre 991 cas pour 41 décès. Pourquoi il y a 41 décès si à l'intérieur du pays, il y a quelqu'un qui peut justement présenter un protocole susceptible de soigner? Parce que les Africains ne font pas confiance en leur génie et parce que de deux, quand ils essaient, l'impérialiste vient, hausse le ton et l'Africain courbe les chines. Nous avons de faux présidents. Quand ils ne sont pas des paralytiques, comme au Gabon avec Ali Bongo, et encore, Ali Bongo essaye de faire quelque chose, ils sont totalement soumis et incapables de prendre les choses à bras le corps, comme avec Félix Tshisekedi en RDC, où on va te dire, il a pris quelqu'un justement pour travailler sur le Covid-19, mais en même temps, il n'accepte pas les solutions qui viennent de ceux qui ont déjà la solution et ceux qui disent qu'ils ont déjà le remède et qu'il faut juste réaliser des essais. Quand on n'a pas ce type de président-là, on a des cadavres comme Paul Biya qui est au Palais de l'Unité actuellement et dont lui seul, il est le seul à savoir s'il est encore en vie. Actuellement, le Cameroun n'a pas de président. Après Samuel Cléda, après Valentin Agon, après Philomène Lungu et Bakala Ekwalanga, on en arrive à quelqu'un comme Jérôme Mouniangi, un autre médecin congolais bafoué dans son propre pays, intimidé dans les pays occidentaux. Il a travaillé, il sort de l'Institut de l'école d'Hydro à Paris, il a aussi eu un autre master à l'Université d'Ottawa au Canada. Il a finalement trouvé refuge à Madagascar où il a travaillé sur le fameux Artemisia. Madagascar est le principal réservoir d'Artemisia sur le continent africain avec près de 3000 tonnes de réserve de cette plante. Et justement, c'est une plante de toute façon qui a suscité l'intérêt de beaucoup de gens. Vous vous souvenez du prix Nobel de physiologie et de médecine de l'année 2015, la chinoise Yu Yutu, qui est d'ailleurs encore en vie, elle a 86 ans, qui a justement travaillé sur l'Artemisia et qui était reconnue pour ses travaux sur l'Artemisia. Aujourd'hui, Madagascar développe un remède à base de l'artémisia et à partir du moment où il décide de partager ce remède avec ses pairs africains, il y a une cabale mais totale de M. Tedros Adhanom, le patron de l'OMS, qui est d'ailleurs pourtant un Africain, mais avec le concours de ses collègues occidentaux, ils font une campagne de sabotage mais massif contre l'artémisia de Madagascar, où il faut dire que non, il ne faut absolument pas consommer l'artémisia. C'est une mauvaise molécule, c'est une mauvaise plante. Elle a des effets secondaires, mais attendez, c'est comme avec la chloroquine de Didier Raoult. Un médicament qu'on connaît depuis la nuit des temps devient aujourd'hui plus dangereux que le Aratachop, c'est-à-dire on vous dit que les effets secondaires mais sont terribles. Jusqu'à présent, il n'y avait pas d'effets secondaires. Je suis sûr, pour nous qui aimions les mangues, parce qu'on a grandi au village chez nous à Bachenga, quand il pleuvait, il y avait, quand la bourrasque secouait les arbres, les mangues nous tombaient de partout. J'ai été blessé plusieurs fois à cause des mangues, tellement il y avait à manger chez nous. Aujourd'hui, si on découvre que la mangue soigne le Covid-19, l'OMS va vous dire qu'il faut arrêter de consommer la mangue parce que les effets secondaires de la mangue sont absolus et qu'il faut vraiment arrêter. Donc, ils ne vous disent pas que ça ne soigne pas parce que, oui, on aurait pu comprendre si on nous avait dit l'artémisia n'est pas fiable, ça ne soigne pas, vous prenez, ça n'a pas d'effet. Mais bon, au moins, j'aurais essayé, tant mieux. Ça ne me guérit pas, mais ça ne me tue pas non plus. À partir du moment où vous dites que ça a des effets secondaires, non, là vous êtes dans le déni, là vous êtes dans la propagande, là vous êtes dans le lobby, la médisance. Vous ne voulez pas que les Africains trouvent un remède. Pourtant, les faits parlent d'eux-mêmes à Madagascar, puisque Madagascar n'a pas connu le moindre décès du Covid-19. Combien de pays en Europe peuvent se targuer de n'avoir pas connu le moindre décès du Covid-19? Pourquoi Madagascar s'en sort? Peut-être parce qu'en plus de la jeunesse de sa population, la jeunesse de son président, le président malgache a 40 ans de moins que Paul Biya. C'est effrayant, 40 ans de moins. C'est-à-dire, mais quand André Rajoelina est né, Paul Biya pouvait déjà être grand-père. C'est génial. Et justement, eux, ils ont développé leurs médicaments. Ils ont une centaine de cas de Covid-19 et aucun décès. Tous sont en rémission. Donc Madagascar a la légitimité d'aller dans tous les pays du monde et de présenter son remède en disant « le voici ». Macky Sall avait commandé le remède. Félix Tshisekedi avait parlé avec lui pour commander le remède. Même les présidents de l'Afrique du Nord avaient parlé avec lui pour avoir le remède. Et comme par hasard, les dirigeants de la CEDEAO ont fait une sortie avant-hier pour dire que non, ils n'ont jamais commandé le remède de l'artémisia. Mais attendez, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, enfin, ces pays-là c'est en Afrique de l'Ouest ou bien comment ça se passe?
la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ça veut bien dire CEDEAO. Comment ça se fait donc que des pays qui ont passé la commande disent après aujourd'hui qu'ils n'ont pas passé la commande? Quelle est cette hérésie? Quelle est cette sorcellerie? Quel est ce spiritisme? Donc, nous sommes en plein dedans. Les lobbies pharmaceutiques ne tiennent pas compte de la couleur de la peau. Que vous soyez blanc ou noir, même si vous êtes blanc, si vous mettez à mal leurs intérêts, ils vont vous combattre. C'est pour ça qu'ils ont combattu Didier Raoult en France. Parce que voilà, Raoult était en train de dire que non, la chloroquine chez lui, à l'Institut hospitalier universitaire de Marseille, fonctionne. Donc, il ne comprend pas qu'on dise effet secondaire, machin. Les lobbies pharmaceutiques, en ayant vu que il y avait un nouveau virus dans la cour, se sont dit, ah tiens, l'opportunité pour nous de nous faire des milliards en travaillant sur un vaccin qu'on va sortir dans un an, après que la population soit morte en masse et ait été bien contaminée pour qu'elle se dise, oh là là, on ne veut plus un virus pareil, on leur sortira un vaccin et on leur dira, voici le remède contre le Covid-19. Et ils vont le prendre et justement, nous allons nous engraisser, nous remplir les poches. On a combattu Didier Raoult et dans la même logique, on combat donc les Africains. Le problème, c'est que nous, comme on est Africains, on souffre doublement parce que l'Afrique, plus qu'aucun autre continent sur Terre, est celui qui a le plus subi la logique du cobaye des autres. En 2006, si vous vous souvenez très bien, il y a eu en Côte d'Ivoire la fameuse affaire du Probo Koala. Le Probo Koala, c'était un navire qui faisait la liaison à travers le canal de Panama en Amérique centrale, mais qui appartenait à une compagnie hollandaise, Trafigura, un consortium hollando-suisse. Ce navire est venu sur la lagune d'Abidjan avec 580 tonnes de déchets. Les déchets, tout ce que vous connaissez, le soufre, le feu, l'acide, les cendres, tout ce qu'il y a de pourri et de toxique dans un bateau est venu déverser sur les côtes abidjanaises et y a contaminé 70 000 personnes. Il y a eu en tout une vingtaine de personnes qui sont décédées. La population ivoirienne était tellement furieuse que le ministre des Transports avait été copieusement molesté en pleine rue. Parce que voilà, les Africains ne comptent pas. On peut donc utiliser un navire étranger qui vient sur le terrain et qui vient déverser. Mais toutes les saletés qu'il a pu développer, il pouvait les déverser en pleine mer, il pouvait les déverser en Hollande. La Hollande est une presqu'île. La Hollande est au nord de l'Allemagne. Elle est rattachée à l'Allemagne par une petite frontière, mais il y a une grande partie dans la mer. Il y a un port à Rotterdam qui est l'un des ports les plus grands du monde. Ils pouvaient déverser au port de Rotterdam. Non, ils sont allés à 6000 km à Abidjan. C'est là-bas qu'ils sont allés déverser parce que les Africains sont des cobayes. Vous vous souvenez aussi certainement une année plus tard de l'affaire l'Arche de Zoé. Ça s'est passé au Tchad. Il y a une association qui avait été créée par deux Français, Monsieur Eric Breteau et sa femme Émilie Lelouch, en 2005 pour répondre aux conséquences du grand tsunami qui avait ravagé l'Asie du Sud-Est dans l'océan Indien. Et justement, ils ont créé une association qui allait venir en aide aux enfants sinistrés de la zone. Beaucoup de zones avaient été sinistrées, l'île de Sumatra ou Banda Aceh en Indonésie. Et donc, justement, ils avaient établi des programmes d'aide des enfants là-bas. Ils sont venus 2 années plus tard, en 2007, en Afrique centrale, notamment au Tchad et aux frontières du Soudan. Ils ont créé ce qu'ils ont appelé Opération Darfour 2007. Le but officiel était justement de venir en aide aux enfants qui sont victimes de la crise au Darfour, qu'il fallait les prendre en charge et tout, éventuellement permettre à ce qu'ils soient pris les évacuations sanitaires ou alors ils soient pris en charge pour les orphelins qui peuvent être recueillis même en Occident par les structures compétentes. Mais en réalité, déjà les enfants qu'ils ont pris n'étaient pas des orphelins, ce sont des enfants qu'on a arrachés à leurs parents sans leur dire exactement d'où ils l'ont retourné. Et ils ont couvert les enfants de bandages et de perfusions. En les amenant en France, ils ont quand même pris une compagnie espagnole pour mieux brouiller les pistes et tout, et faire semblant d'un transit normal. Ils ont fait des fausses blessures, des fausses perfusions, et quand on les a arrêtés le 25 octobre 2007, on disait, voilà, c'est... bon, certainement, ils essayaient
d'amener les enfants là pour des trafics en tout genre. Ça pourrait être du trafic d'organes, ça pourrait être de la prostitution, ça pourrait être je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, les 90% de ces enfants n'étaient pas orphelins. Et les 90% des parents ne savaient pas du tout ce qu'il adviendrait de leurs enfants. Ce qu'on leur avait dit n'est pas ce qui s'était passé. Cette association, celle qui avait pris le nom de Children Rescue, une fois qu'elle était arrivée au Tchad. Nicolas Sarkozy, dans la foulée, le 3 novembre de la même année, est arrivé, l'année de son élection par ailleurs, est arrivé au Tchad. N'Djamena, il est venu les chercher. Il a refusé qu'ils soient jugés au Tchad. Il a pris un avion militaire directement de N'Djamena à l'aéroport de Villacoublay, au sud de Paris, près de Versailles. Et c'est en France qu'on est venu statuer sur leur dossier. Et à la fin, la peine est devenue totalement autre chose que ce qu'elle aurait dû être. Certains ont été remis en liberté, d'autres ont écopé de simples amendes. Parce que le blanc est supérieur au noir et parce que le noir ne peut pas juger un blanc sur son sol. Lors de l'affaire Théodora Obiang-Nguema dans les affaires de bien mal acquis, qui concerne la Guinée équatoriale, on a jugé Obiang-Nguema en France. Mais lors de l'affaire des viols des soldats français en Centrafrique, on les a jugés en France. Lors de l'affaire de l'Arche de Zoé, on les a jugés en France. Lors de l'affaire du Probo Koala en Côte d'Ivoire, les procès se soulèvent en Occident. Lors de l'affaire de Gbagbo qui se joue en Côte d'Ivoire, pourtant, le procès se joue à la CPI en Occident. L'Africain est méprisé de toutes parts, utilisé comme cobaye, et vos dirigeants restent motus, bouche cousue, quand ils ne sont pas morts, comme Paul Biya. Parlant de Paul Biya, justement, il y a 2 jours, une femme, Madame Marie-Claude Mezou, a fusillé un petit enfant de 20 ans à Bafoussam, un jeune étudiant qui était en train de jouer au cartes, qui ne représentait aucun danger, qui ne représentait aucune menace pour rien, par abus de pouvoir, par sentiment d'invincibilité, par sorcellerie administrative, on a pris la vie d'un Camerounais comme ça, pour rien, à bout portant. Madame Marie-Claude Mezou est connue là-bas comme, on l'appelle là-bas Madame 50 000 francs. Elle a l'habitude de soutirer de l'argent aux citoyens. Elle a pris le téléphone de l'ancien médecin de Mobutu Sese Seko, qui était plus ou moins en exil, je ne sais pas trop, en voyage au Cameroun. En tout cas, il avait été arrêté et emprisonné à Bafoussam pour des histoires de papier. Elle a confisqué son téléphone, un iPhone 4 qu'elle n'a par ailleurs pas remis. Elle a soutiré de l'argent. Déjà, tout le monde se plaint d'elle dans la ville parce que cet adjudant-chef est coupable d'abus de pouvoir, comme on en voit rarement. Et comme on le voit chez Atanganji, bref, toute la sauce habillée, tout le gang de malfrats que Paul Biya a produit. Normalement, dans un pays où on respecte les droits de l'homme, selon la Convention de Genève, la Convention de 1949, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981, on justement met en valeur une vie perdue pour rien. En compatit à l'injustice, le président de la République aurait dû se lever, descendre sur le terrain et faire un statement, faire un message de condoléances aux familles, adresser quelque chose. Rien du tout. Le président du Cameroun est mort. Paul Biya n'est plus en vie. Les gens qui sont perturbés parce qu'on dit que Paul Biya est mort doivent eux-mêmes se poser la question si c'est nous qui disons que Paul Biya est mort ou si c'est Paul Biya qui s'arrange à ne pas faire le vivant, à ne pas être vivant. Il est où, Paul Biya, quand l'Occident vient avec ses vaccins, quand l'impérialiste nous méprise, quand le noir méprise l'autre noir, quand la vie d'un innocent citoyen est comme ça arrachée à la fleur alors qu'il avait toute la vie devant lui? Comment vous allez expliquer ça à vos parents? Paul Biya estime que le drame n'est pas assez grave pour qu'il sorte, pour qu'il parle. C'est normal parce que lui-même, il est mort. Je le répète et je le redis ici. Jusqu'à ce que vous l'ayez ressuscité vous-même, jusqu'à ce que vous le sortez vous-même et qu'il nous parle du coronavirus, Paul Biya est mort. Sujet, verbe, complément ou attribut, comme des gens ont voulu me faire la grammaire française, comme s'ils ne comprenaient pas l'essentiel à l'accessoire. Paul Biya est mort, point final. Sortez-le de son trou s'il est vivant. Le coronavirus est là, il ne sort pas.
son ministre de la Santé, son premier ministre, tout le monde est là, il ne sort pas. C'est devant un Français, celui dont il est le meilleur élève, qu'il sort sans dire autre chose que « Monsieur l'ambassadeur », vous n'avez rien entendu d'autre. Vous avez un cadavre à la présidence. Et tant que vous n'avez pas demandé à Ferdinand Ngongo de vous sortir le cadavre qu'il y a à la présidence, ou du moins ce qu'il en reste, puisqu'actuellement les gens meurent de manière incognito, les gens meurent, on vous dit après 1 an qu'ils sont morts, je suis désolé pour vous, nous maintiendrons ce que nous disons, Paul Biya est mort. Réjouissez-vous, comme j'ai l'habitude de dire, parce que vous qui criez quand on dit est mort, vous serez très surexcités, comme des stars du porno mal conseillés. Vous serez très excité si Paul Biya venait à se montrer. En gros, vous-même, vous voulez qu'il se montre. S'il faut donc dire qu'il est mort pour qu'il se montre, Paul Biya est mort. Je n'ai pas la moindre preuve qu'il ait en vie. Il a 87 ans. Il est né le 13 février 1933. Nous sommes en 2020. Il a plus de 87 ans. Quand on meurt à 87 ans, ça ne surprend personne. Il y a la crise du coronavirus dont il peut avoir été contaminé, puisque le chauffeur de Chantal Biya a été contaminé. Et d'ailleurs, elle-même, on ne la voit pas. On a vu la première dame du Niger qui faisait des dons distribués partout. Paul Biya n'est plus en vie. Jusqu'à ce que vous le sortiez et vous nous le montriez vivant, vous devriez supporter cette version des faits que je signe, sur laquelle je persiste et que je maintiens. Je vous avais parlé de Hugo Chavez, dont on avait annoncé la mort en mars 2013. Et je vous avais parlé de monsieur Leamsi José Santana, qui justement était le chef de sa sécurité. Actuellement, il vit aux États-Unis et qui avait précisé que c'est faux. La version de Maduro selon laquelle Hugo Chavez serait mort le 5 mars n'était pas vraie. Il était mort à 19h30, ou plus exactement à 19h32. 2 mois et demi plus tôt, c'était le 30 décembre. De la même façon, depuis l'Antiquité, j'avais pris des exemples de quelqu'un comme Mehmed Ier qui, en mai 1421, était mort 40 jours plus tôt que la date officielle. Même à l'armée, on avait caché la mort. Je vous avais pris l'exemple, puisqu'on parlait de la France, de Georges Pompidou aussi. Il est mort, c'est lui qui a succédé au général de Gaulle. Il avait même d'ailleurs fait une visite au Cameroun, Georges Pompidou. Et d'ailleurs, on dit qu'il s'était fait greffer par, je sais pas, un moustique, un mille pattes au Cameroun, et ça l'a rendu malade à vie. Une chose est sûre, justement, Georges Pompidou a été malade toute l'année qui a précédé son décès. Jusqu'au 2 avril 1974, sa femme Claude Pompidou n'était pas mise dans le secret, puisque Georges Pompidou avait dit à son propre fils, enfin le fils de sa femme, parce qu'il est c'était issu d'une première union, Alain, garde ta mère en dehors de tout ça, ne lui dis rien. C'est pour ça que je vous disais que même ceux qui entourent Paul Biya, n'allez pas chercher, je sais pas, chez Brenda, je sais pas chez qui, n'allez pas chercher chez ces gens-là l'état de santé de Paul Biya. Eux-mêmes ne savent pas. Quand on est président de la République, on a souvent plus de famille. C'est-à-dire même votre famille va souvent demander l'audience pour venir vous parler, parce qu'on ne peut pas voir à vos enfants des choses qui vont peut-être aller dire, surtout quand ils sont encore très jeunes, des informations qu'ils vont sortir comme ça, sans le vouloir, sans le savoir, et qui vont mettre le feu aux poudres et se répandre à travers le pays. Où est Paul Biya? That is the question. Jusqu'à ce que vous le montriez, quand on tire sur des concitoyens et que Paul Biya ne parle pas et que le président ne parle pas, la honte, en fait, moi à votre place, je me réjouirais de voir que Paul Biya est en vie. De voir que Paul Biya est mort. Parce que si Paul Biya est en vie, il faudra qu'il vous explique pourquoi il n'est pas là en temps de coronavirus. Vous dites non, on a distribué les masques, on a distribué les gels et tout, donc il n'a pas besoin d'être là. Je vais vous donner un morceau choisi. Ouvrez bien vos oreilles et vos têtes et vos cerveaux si vous en avez. De 1, à nous de la diaspora, vous avez l'habitude de dire, toi tu parles sur Facebook, viens sur le terrain. Enlevons déjà le fait que nous on est allé sur le terrain, au plus fort même, quand il fallait faire la bataille politique. Voilà quelqu'un qui est avec vous sur le terrain, Paul Biya. Il n'est pas allé rendre visite au chantier des stades. Il n'est pas allé vous rendre visite au chevet des malades du coronavirus. Il n'a pas fait le moindre discours sur le coronavirus. Donc, nous qui sommes dans les diasporas, qui ne sont pas présidents, qui n'avons aucun mandat électif, aucun mandat de quiconque, nous, on doit aller sur le terrain parler pour vous.
Celui qui vous a élu, qui a promis qu'il va présider à vos destinées, qui est à la tête de l'État, lui qui est avec vous au Cameroun, c'est normal que lui, il ne descende pas sur le terrain. Vous trouvez rationnel de nous demander de descendre sur le terrain, mais lui, vous trouvez bizarre, vous trouvez pas normal qu'on critique le fait qu'il ne descende pas sur le terrain. Vous êtes fou. C'est tout ce que je peux dire, c'est de la folie. Et si vous êtes incapable de voir votre folie, vous êtes doublement fou. C'est par amour que je vous le dis. Supportez cela comme ça, parce que à ses amis, on dit la vérité. Je la préfère la vérité à l'hypocrisie. Donc, sortez-nous Paul Biya. Deuxième élément, c'est que vous dites, on voit les gels, les masques et les choses qu'il distribue. Tant mieux. Le problème, c'est que pourquoi vous aviez sa photo partout? Parce que finalement, vous-même vous admettez que la présence est importante. Si vous mettez la photo de Paul Biya partout, ça veut dire que la photo joue un rôle. Ça veut dire que la photo fait ressentir aux gens qu'il est là. Je vous pose donc la question. Si à travers la photo, on ressent la présence de Paul Biya, imaginez-vous la joie des populations s'ils voyaient Paul Biya en vrai. Donc, il n'a aucune raison de rester caché. S'il reste caché, c'est qu'il vous méprise totalement. Vous ne comptez pas pour lui. Si ce n'est pas le cas, Paul Biya est mort. Cette version-là est bien meilleure que la version où il est en vie. Moi, je dis que Paul Biya est mort et il restera mort jusqu'à ce qu'il ressuscite et qu'il parle à quelqu'un et qu'il parle à ses concitoyens, à vous qui l'avez voté. Sinon, il est mort, il est mort, il est mort et il est mort. Écoutez ça 1000 fois. Paul Biya est mort, je ne discute avec personne. Ce n'est pas un débat. Le seul débat, la seule contradiction à ce débat, c'est qu'il sort et qu'il se montre et on n'en parle plus. Et je vous dirais, ben voilà, il est vivant. Vous-même, vous avez vu, pour confirmer qu'il est vivant, il est venu vous parler. Il est venu parler avec vous. Il est venu vous sensibiliser sur le Covid-19, vous parler exactement ce qu'on est en train de lui demander actuellement. Mais comme vous êtes fou, vous ne comprenez même pas ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'on a imbécilisé tout un peuple par la boisson, par l'alcool, par les brasseries, par les bars, par la distraction, mais à outrance en pleine crise du Covid-19. Les Africains ne sont donc pas respectés par les Occidentaux parce que les Africains ne se respectent pas eux-mêmes. Les Africains, pourtant, avec tous les exemples que je viens de citer, ont brillé à travers l'histoire aussi bien récente qu'ancienne par justement des prouesses de grande qualité. J'ai parlé de Victor Anomango avec le Vanivax, j'ai parlé de la pivirine de Valentin Agon, j'ai parlé du protocole à la chloroquine de Philomène Lungu, j'ai parlé de Jérôme Mouniangui, j'ai parlé de tous ces gens-là, c'est-à-dire l'Africain, le noir même, c'est-à-dire qu'il soit africain du continent ou le noir ailleurs. Retenez que le 20 février 1962, un an après les soviétiques, les Américains ont effectué le premier vol en orbite autour de la Terre, effectué par John Glenn dans le cadre du programme Mercury. Le vol orbital n'a été possible que par les calculs d'une femme, déjà c'était une femme, mais en plus une afro-américaine, Katherine Johnson. D'ailleurs, elle était encore vivante jusqu'au 24 février 2020. Elle est morte il y a quelques mois, quelques semaines, à 101 ans. Parce qu'elle est née en tout cas, fête 2020, moins 101 ans, bref, vous trouvez son année de naissance. Elle a justement réalisé, elle a reçu en 2016 avec Barack Obama, elle était médaillée d'or du Congrès pour ses grands travaux qu'elle a réalisés notamment pour justement le programme Mercury de John Glenn. D'ailleurs, John Glenn avait dit que lui, il ne va plus jamais y aller dans l'espace tant que ce n'est pas Katherine Johnson qui fait ses calculs, parce que ses calculs étaient d'une fiabilité totale. C'est elle a intégré tous les programmes de la NASA jusqu'au programme Apollo, qui a amené Neil Armstrong sur la Lune le 21 juin 1969 avec Buzz Aldrin. Les Noirs ont brillé, les Africains ont brillé par leur génie quand il a été valorisé partout dans le monde. Les États qui se proclament aujourd'hui États de droit ont toutes les leçons à prendre de nous. La France qui vient donner des leçons au Cameroun, à certains moments, quand les Africains ont voulu, les Africains leur ont été supérieurs. Monsieur Bokassa Jean Bédel, qui était totalement fou, a quand même eu l'intelligence de nommer une femme Premier ministre bien avant la France. Parce que c'est en 1975, le 2 janvier, que Jean Bédel Bokassa nomme Elisabeth Domitien
Premier ministre de son gouvernement. Et ce n'était pas un poste de figurant, puisque bien au contraire, elle était très charismatique, elle était très présente, elle était très populaire, elle était très ancrée dans les réalités locales, puisque c'est en sango qu'elle s'exprimait, la langue la plus parlée en République centrafricaine, la langue nationale, on va dire, à côté du français, voire même avant le français. Elle a été justement, c'était une libre penseuse, libre d'esprit, qui s'est opposée à la folie de Bokassa, qui se proclamait justement l'année suivante empereur de Centrafrique, un fou. Et il a limogé Philomène Longo qui le critiquait justement dans cette démarche dont l'Afrique a eu ses grandes têtes, ses fortes têtes qui justement, que ce soit dans le domaine de la politique, que ce soit dans le domaine des sciences, que ce soit dans le domaine absolu, le domaine absolu, c'est-à-dire tous les domaines de la vie, les Noirs ont brillé partout dans le monde. On a parlé un jour de la Black Star Line de Marcus Garvey qui concurrençait la White Star Line des Européens qu'ils avaient créée pour justement mettre dans l'eau le plus grand navire de l'époque, le Titanic, le 14 avril 1912. Un Noir a créé la Black Star Line qui justement concurrençait ces navires-là et permettaient le transit des Noirs à gauche et à droite. Marcus Garvey, l'un des principales têtes, le principal, si on veut, le premier panafricaniste, si vous voulez, lui qui n'avait jamais mis les pieds en Afrique, a œuvré pour les Africains bien plus que vous, qui êtes sur le terrain, totalement inutile, et qui critiquez ceux qui, au moins, prennent en compte les souffrances qui sont les vôtres et disent que non, il faut garder les yeux ouverts. Marcus Garvey, le fondateur de l'UNIA, la United Negro Improvement Association, qui justement permettait aux Noirs de savoir ce qui se passe, quelle est leur destinée, quel est leur paradigme, quel est le fondateur de Negro World. Plusieurs journaux qui permettaient aux Noirs de s'informer sur leur réalité, sur la prise de conscience, sur la récupération du paradigme, en passant par l'économie, les sciences, les techniques, tout ce que vos présidents refusent de faire, alors qu'il y a des génies sur le terrain. Il ne faut donc pas que, et je termine en le disant, il ne faut donc pas que Paul Biya entraîne les Camerounais dans sa mort. Il ne faut pas que des vieillards en fin de vie entraînent des jeunes qui, eux, ont encore toute leur vie devant eux dans leur sorcellerie. Cette histoire d'ouverture de bar, cette histoire de concubinage avec l'OMS, cette histoire de refus systématique des médicaments africains. Vous qui êtes sur le terrain, trouvez donc un moyen, parce que vous dites que le combat c'est sur le terrain. Si vous qui êtes sur le terrain, vous ne combattez pas, c'est que vous êtes inutile. C'est que nous-mêmes encore qui parlons faisons mieux que vous, parce que nous on parle. Aimé Césaire disait dans son cahier d'un retour au pays natal, si je ne sais que parler, c'est pour vous que je parlerai. Donc laissez-nous parler. Il ne faut donc pas, en tout cas si vous voulez donc agir, que vous nous disiez, il ne faut pas que vous nous disiez, oui on a envie de parler, mais le régime, on a peur, le régime est barbare. Oui, vous nous donnez donc raison, parce que le régime est barbare. Et c'est parce que le régime est barbare que nous nous battons. Il y a quelques jours, la chaîne Equinox TV me demandait de trouver un médecin dans la diaspora, s'il y a un médecin dans un secteur pour parler de la crise du Covid-19, comment ça se passe en Europe et tout. Et j'ai eu beaucoup de retours des docteurs qui vous disent « j'aimerais bien parler, mais j'ai peur ». C'est-à-dire, il vous dit « j'ai peur que je dise un truc qui va faire que je ne puisse plus retourner au Cameroun ». Donc, on vous gouverne par la peur. On a installé une terreur absolue. Vous ne pouvez plus parler, vous n'êtes plus libre. Vous avez peur de la prison, mais vous êtes déjà en prison. Une prison mentale sans fenêtre, sans toit, sans toiture, sans mur, sans rien, mais une prison quand même, la pire des prisons, parce que vous vivez, mais vous êtes mort comme Paul Biya, vous ne pouvez pas parler, on ne vous entend pas, vous n'assumez pas vos propos, vous n'assumez pas vos idées, même ceux qui nous insultent ont tellement peur de dire ce qu'ils pensent au Cameroun que même pour nous insulter, ils se mettent en faux profil. Pour insulter Maurice Kamto ou Wilfried Ekanga ou tous ces gens-là, vous n'avez pas besoin d'être en faux profil. Insultez-nous à ciel ouvert, on va accepter. La pire des choses qu'on peut vous faire, si c'est sur les réseaux sociaux, c'est vous bloquer. Mais personne n'attendra à votre vie comme on a fait pour le petit Epanga à Bafoussam. Comme cette chère Mezo. Non. Et comme vous êtes dans ce paradigme-là d'intimidation absolue, nous ne comprenons pas que vous veniez nous critiquer, alors que nous, on vous dit, bien sûr, un pays comme ça n'est pas acceptable. J'ai commencé ce live en rendant hommage à Wilfred Siewe, où je disais que si moi, je peux prendre une photo devant le palais de l'Élysée, devant le palais de la République française,
Deuxième puissance économique de l'Union européenne. Malgré toutes les critiques qu'on peut avoir envers la France, malgré toutes les insultes que je viens de proférer contre la France, il est quand même possible de prendre une photo à 10 mètres d'Emmanuel Macron. Mais au Cameroun, ce n'est pas possible. Des photos devant le bâtiment administratif, un policier vient vous chercher, on vous met en prison pendant 3 mois, on vous accuse de terrorisme, d'hostilité à la patrie. On est plus scandalisé par des gens qui se sont contentés de décrocher la photo de Paul Biya dans une ambassade que de 36 millions de francs CFA dépensés en 3 mois. Je ne suis pas de la brigade anti-Sardinard, mais cette affaire me reste en travers de la gorge parce que j'ai envie de demander aux Camerounais, la photo de Paul Biya apporte quoi à ta vie par rapport aux 36 millions qu'Alfred Guigny a détournés en 3 mois? Est-ce qu'il les a remboursés? Est-ce qu'il les a payés? Est-ce qu'il y a un audit? Par rapport aux 25 millions de francs CFA que Paul Biya a détournés à l'hôtel intercontinental de Genève, la ratification de l'article 66 de la loi fondamentale sur la déclaration des biens n'est pas effective, vous êtes gouverné par un gang de malfrats et vous plaignez contre nous, c'est-à-dire contre d'autres victimes comme vous. Il y a 5 filles dans une pièce, le violeur vient, il viole la première, il viole la deuxième, il viole la cinquième, et les filles se chamaillent entre elles, que toi tu m'as violé. Mais non, le violeur, il est là, il est en face de nous. Vous êtes incapable de voir celui qui vous viole. Et maintenant, avec la crise du Covid-19, on a ouvert les bars parce que vous devez mourir, parce que vous devez être idiot et ne pas demander où est Paul Biya, et parce que les brasseurs veulent se faire de l'argent. Air France va de nouveau voler sur votre territoire, vous n'aurez pas la possibilité de leur dire de se fermer parce qu'ils vont vous amener le coronavirus. On refuse vos vaccins, vos remèdes et tout ce que vous créez, on diabolise. Un peu comme on a appelé la spiritualité africaine la sorcellerie, parce qu'on voulait que nous récitions en latin le Pater Noster, dont nous ne comprenions pas toujours la traduction. Non, même les mots, qui peut dire ce que Alléluia ou Hosanna signifie. Mais on nous demandait de reciter tout ça. Quand nous, on parlait dans nos langues, ce qu'on comprenait, c'était de la sorcellerie. La même chose actuellement, les médicaments de vos paradigmes, de votre pharmacopée, c'est de la sorcellerie. Mais ce qui est venu de l'extérieur, c'est ça qui va maintenant vous sauver. Et devant cette hérésie, il y a une léthargie totale de vos dirigeants, plus morts que vifs. Demandez à Ferdinand Ganga d'avoir au moins du respect pour le peuple camerounais en lui présentant le cadavre, en lui présentant ce qui reste de Paul Biya. Vous ne pouvez pas, c'est une première mondiale, vous ne pouvez pas cautionner qu'en temps de Covid-19, le président, celui dont vous dites qu'il est le président, ne s'est pas montré. Il est président de quoi? Du cache-cache. Même par vidéoconférence, il ne s'est pas montré. Il a parlé aux Français. C'est le Français qui est venu vous dire comment il va. Sortez de la sorcellerie. Nous allons, si c'est cela qui vous énerve, si c'est ces paroles-là, quand nous les prononçons, qui vous énervent, sachez que nous vous énervons volontiers. C'est avec plaisir que nous suscitons votre haine. Parce que si vous détestez quelqu'un pour avoir dit, fait, pensé ce qui est juste, c'est que c'est vous le fou. Donc continuez dans la barbarie. Nous, on va continuer à faire ce qui est juste et on sortira ce peuple de son trou contre son propre gré. Tirez les conclusions de ce qu'il faut, les conclusions qu'il faut. Pensez aux Africains qui nous ont fait honneur à travers le monde, à travers l'histoire, et gardez à l'esprit la phrase de Malcolm X que j'avais écrite il y a quelques jours. Parce que la perfection n'existe pas. Ne cherchez pas à être, c'est pas Malcolm X qui le dit, j'y reviens tout à l'heure. Ne cherchez pas à plaire à tout le monde, c'est impossible. Celui qui plaît à tout le monde finit par plaire à n'importe qui, aux cancrelats, aux crabes, aux écrevisses et aux crevettes. Celui qui plaît à tout le monde plaît finalement à Wamakul. Celui qui plaît à tout le monde n'a plus de personnalité, n'a plus de vie. Les gens ne vivent pas en essayant de vous plaire. Ne vivez donc pas en essayant de leur plaire. De toute façon, vous n'allez pas y arriver. Si quelqu'un vous insulte, vous critique, gardez à l'esprit qu'on leur a envoyé Jésus, qui était selon la Bible parfait. Ils l'ont quand même crucifié. Donc, même quand tu es parfait, des gens te détestent parce que tu es parfait. Je n'ai donc aucune envie d'être parfait. Vous allez vivre avec mes imperfections comme je vis avec les vôtres. Ce que je méprise de vous, je méprise et je vous demande de faire l'appareil. Dans le contexte africain, on a instrumentalisé, on a inversé les rôles et inversé les paradigmes du méchant et du bon. Malcolm X disait, c'était le 16 février 1965, c'était 5 jours avant sa mort, parce qu'il est mort comme Charles Théba, il est né un 21 février. Il a été assassiné le 21 février 65, et 5 jours avant, il disait, le problème avec les impérialistes, c'est donc celui-là. Ils nous accusent de ce dont ils sont coupables. C'est cela être un criminel. Fin de citation. Enfin, ça continue, mais vous pouvez vous arrêter là.
pour mieux la retenir. Ils nous accusent de ce dont ils sont coupables, c'est cela être un criminel. Il a continué en disant, il pose des bombes en vous accusant après de les avoir posées vous-même. Mais retenez l'essentiel, le cœur du statement. Ils vous accusent de ce dont ils sont coupables, c'est cela être un criminel. Donc, dans le cas du Cameroun, à quoi reconnaître un criminel? Il vous dit que vous êtes un terroriste, que vous déstabilisez la patrie. C'est eux qui volent 3 000 milliards de la canne, mais c'est vous qui déstabilisez la patrie. C'est eux qui tirent sur des femmes. Vous avez seulement décroché une photo de l'ambassade. Mais vous êtes des ennemis de la patrie. C'est eux qui tirent sur des gens en garbo. Mais vous avez déstabilisé la patrie parce que vous avez dit sur Facebook que Paul Biya est mort. C'est eux qui détournent 34 millions à l'hôtel à Paris. C'est eux qui détournent 24 millions par nuit à l'hôtel à Genève. Mais c'est vous, les terroristes et les méchants, qui ne doivent plus aller au Cameroun et qui déstabilisez la patrie. Ils nous accusent de ce dont ils sont coupables. C'est cela être un criminel. Je vais terminer par là et je vous remercie grandement d'avoir suivi ce live. J'espère qu'il n'a pas été ennuyeux, j'espère que vous avez été édifiés, car enfin, de toute façon, il reste en ligne pour ceux qui vont le regarder et après. Je m'excuse de son caractère spontané, j'aurais peut-être dû vous prévenir avant, mais ce n'est que partie remise. La prochaine fois, je m'attellerai à vous en informer dans un intervalle plus large. Bon début de semaine à vous, bon déconfinement pour ceux qui sont en France. Prenez soin de vous, soyez très prudents parce que c'est très important. Ne laissez pas les vieillards en fin de vie nous entraîner dans leur sorcellerie. Merci.